Bonjour, chers amis internautes, heureux de vous retrouver comme tous les jours. Donc aujourd'hui, nous sommes à Bakounoun. Bakounoun, un village qui se situe dans le département d'Oussouye, dans la commune de Niaguis. Aujourd'hui, comme tous les dimanches, votre émission Dia Dia est au rendez-vous. Aujourd'hui, quand même, j'ai le plaisir de recevoir sur cette émission M. Mamadou Lamine Manga. M. Mamadou Lamine Manga qui va revenir sur son Dia Dia, mais qui va revenir également sur son histoire. Donc tout de suite, c'est sur Oumou-Thiaré TV avec M. Mamadou Lamine Manga. Merci beaucoup, OT TV. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour parmi les grands jours pour moi de recevoir chez moi OT TV. Si je dois parler de M. Manga, ça sera peut-être tout un livre qu'on pourrait écrire sur M. Manga. Mais quand même, je vais vous faire une brève présentation de M. Manga. Je m'appelle Mamadou Lamine Manga. Je suis de Bakounoun, dans la commune de Niassia. Je suis issu d'une famille de 6 membres. Je suis l'aîné de la famille. Mon père avait 2 épouses et je suis l'aîné de la famille. Je suis né dans un contexte un peu difficile parce que mes parents avaient du mal à avoir un enfant. Et en milieu Djora ou en milieu africain, dans ce genre de situation, on demandait aux parents de faire une tradition qu'on appelle en Djora Kanyalen ou en Wolof Yaradal. C'est ainsi que mes parents se sont exilés, ont quitté Bakounoun pour un village se situant dans le département de Bignona, dans le Kalonaï, plus précisément à Bourek. Et de là-bas, je suis né et jusqu'à l'âge de 3 ans, je suis revenu avec mes parents au village de Bakounoun. Et de là, avec mes camarades de ma génération, nous avons toujours eu de très bonnes relations. Mais ce qu'il y a à signaler de plus important, c'est que je ne suis pas né handicapé. Je ne suis pas né handicapé. Je suis né comme tout le monde, des membres inférieurs en très bon état, des membres supérieurs en très bon état. Mais c'est à partir de l'âge de 9 ans, 10 ans, que l'handicap m'est arrivé. Et là, d'après mes parents, c'est à partir de maladies, de nombreuses maladies, généralement mystiques, qu'on ne pouvait pas expliquer. Donc à partir de ces maladies que je suis devenu handicapé, des membres inférieurs et des membres supérieurs. Mais malgré cela, je n'ai jamais baissé les bras. Je me suis toujours battu pour garder ma dignité. J'ai fait des études. Je vous dirais que durant tout mon cursus primaire, j'ai été toujours parmi les premiers, sinon le premier de ma classe. L'entrée en 6e et le CEP, je l'ai eu d'office, en une seule fois, alors que mes camarades de génération, mes camarades de la même génération, qui étaient allés à l'école
un peu plus tôt que moi parce que mon père voulait que je fasse l'école coranique au lieu de l'école française. Je les ai laissés en rade. À l'époque, c'était la dictée, c'était le français avec la dictée. Il suffisait d'avoir 4 fautes pour avoir 0 en dictée. Et la dictée faisait partie des matières les mieux notées aux examens de l'entrée en 6e et du CFE. Donc, malgré tout ça, je suis parvenu à me hisser parmi les meilleurs pour franchir cette étape du CM2. Donc, je vais au collège. La première année, comme tout enfant qui vient de la campagne, il fallait un certain temps d'adaptation. Donc j'étais un peu dépaysé, c'est pourquoi au premier semestre de la 6e, j'avais pris le rang 6e, mais au second semestre, je me suis rattrapé pour être 2e de la classe, sur plus de 50 élèves, avec une moyenne 14-15. Bon, puisque ça fait un peu longtemps, j'ai oublié exactement combien. L'école primaire, je l'ai fait dans le village de Djoher, à Djoher. C'est toujours dans la même zone que Bakonom, mais il fallait marcher à peu près 3 km voilà, pour y arriver. Et à l'époque, je n'étais pas sur chaise roulante. La chaise roulante, c'est à partir des années 2008, quelque chose comme ça. Sinon, j'avais une béquille avec laquelle je marchais. Et c'est comme ça que je marchais de Bakonom à Djoher pour étudier sous le soleil. Mais malgré cela, ça ne m'a pas découragé. J'ai toujours eu cette force interne en moi qui m'a permis de franchir l'école primaire pour aller au collège. J'avais en fait quelque chose que mes parents, mon père surtout, m'avaient mis dans la tête. Il m'a dit, Lamine, tu es handicapé. Tu es handicapé. Les travaux manuels qu'on l'on fait ici dans la campagne, tu ne pourras jamais le faire. Ton seul salut, c'est l'école. Il faut donc bien étudier à l'école, bien travailler à l'école. Quand tu auras tes diplômes, tu pourras avoir un travail administratif qui te permettra de te prendre en charge, de te marier, d'avoir des enfants, de prendre en charge ta famille. Donc, c'était ça qu'il m'avait mis dans la tête. Et depuis lors, c'est ce que j'ai toujours retenu. Je me dis que l'école, c'est ma seule voie, c'est ma seule issue. J'ai fait mon collège au CMT de Ziguinchor. Le CMT de Ziguinchor, c'était entre 1981 et 1985. J'ai eu mon BFM en 1985. Parmi les valides, étant handicapé parmi les valides, aucune faveur ne m'a été offerte. Pour dire par exemple, puisqu'il est handicapé, les épreuves qui durent 2 heures ou 4 heures, on lui donne par exemple 30 minutes supplémentaires parce qu'il est handicapé. Aucune faveur pour ça. Donc, j'étais mis au même pied d'égalité que les personnes valides. Mais malgré mon handicap, je parvenais à passer et je parvenais même à laisser en rate certains qui sont valides.
Après mon BFM en 1985, j'étais orienté au lycée technique industriel Maurice Delafosse de Dakar. Mais mon principal d'école, le directeur de mon école du CMT à l'époque, M. Souleymane Gueye, que je salue et que je n'oublierai jamais, M. Souleymane Gueye, s'il m'entend, monsieur, je vous salue. Il m'a appelé dans son bureau avec le surveillant général de l'époque. Lui aussi, je ne vais pas l'oublier. Il s'appelle Bakary Sané. Bakary Den Sané. Ils m'ont appelé dans le bureau du principal. Ils m'ont dit, Manga, moi je suis de Dakar. Je vois que si toi tu dois aller à Dakar, c'est des problèmes à n'en plus finir que tu vas rencontrer. Ce que j'aurais préféré, qu'on te réoriente, on va demander une réorientation pour que tu puisses étudier ici au lycée Djignabo de Ziguinchor. Et au lieu de la série E que tu devais faire au lycée technique de Maurice Delafosse, tu vas faire la série C. À l'époque, c'était la série C. Maintenant, on appelle ça la série S. Voilà. C'est comme ça que j'ai été réorienté au lycée Djignabo de Ziguinchor. À l'époque, c'était Boucar Diouf. Et Auguste Préra était le censeur des études. Donc, ils m'ont accepté au lycée Djignabo de Ziguinchor. Eux tous, je les remercie beaucoup. Ils pouvaient ne pas le faire. Ils n'étaient pas tenus. Puisque j'étais déjà orienté au lycée technique de la Force, ils pouvaient me dire non, va te débrouiller là-bas. Mais ils ne l'ont pas fait, ils m'ont quand même accepté au lycée Djignabo de Ziguinchor. C'est comme ça que je suis allé au lycée Djignabo de Ziguinchor. Je suis allé jusqu'en première C. À l'époque, il y avait deux parties pour le bac. Il y avait la première partie du baccalauréat, il y avait la deuxième partie du baccalauréat. La première partie, on la faisait quand on est en classe de première. Je l'ai réussi. Et cette première partie du baccalauréat, c'était un véritable entonnoir parce que la plupart des personnes qui ont abandonné l'école, c'est à partir de cette étape de la première. Ils échouent à la première partie du bac, ils ne peuvent pas accéder à la terminale, ils préfèrent aller faire autre chose. Dieu quand même m'a aidé, je suis parvenu à passer cette première partie du baccalauréat et je suis allé en terminale C. Je vais en terminale C, c'était l'année blanche, en 1988. On déclare l'année blanche parce qu'il y avait une multitude de grèves qui faisaient que finalement l'année a été déclarée année blanche. Je commence à m'interroger sur mon avenir. Quand je me rappelle surtout de ce que mon papa m'avait dit, que l'école était ta seule issue, je me dis, avec l'année blanche, est-ce que ce n'est pas tout mon avenir qui est capoté? C'est ainsi que, en 1988, j'ai décidé de me présenter à l'école, au concours d'entrée à l'école normale régionale. C'était l'école qui formait des instituteurs. Actuellement, on l'appelle FI. Donc, c'est ainsi que je me suis présenté au concours d'entrée à l'école normale régionale de Kolda. J'ai réussi à ce concours. C'était un concours national. J'ai réussi à ce concours. En octobre 1988, je vais à Kolda pour démarrer la formation. Mais malheureusement, on me signifie que, vu mon handicap, j'étais inapte pour faire la formation d'instituteur. J'ai accepté parce que
j'avais tout tenté. J'avais tout tenté. J'ai écrit des correspondances, même jusqu'à la présidence de la République. À l'époque, c'était Abdou Diouf. Son secrétaire général, c'était Jean Collin. J'ai écrit des correspondances jusqu'à la présidence pour attirer leur attention sur ce qui s'est passé, pour qu'ils essayent de trouver une solution à ce problème. La réponse que j'ai reçue, c'était que de m'armer de courage. Quand j'aurai mon bac, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. C'était la réponse qu'ils m'ont écrite. J'avais eu le soutien de beaucoup de mes camarades de génération, de mes camarades de promotion, avec des camarades avec qui on était reçus ensemble pour la formation. Et même la plupart des élèves de l'école normale, s'ils m'entendent, ils vont se souvenir. Je pourrais citer certains que je n'oublierai pas. Entre Badiat, il y a Saliou Diop, il y a Pape Abdou Diassé, il y a Bassirou Koli, il y a Gaspard Ndiaye. Bon, je ne peux pas tous les citer. Donc, il y avait tout un élan de solidarité envers moi pour essayer de ramener l'administration à la raison, mais rien n'y fit. J'étais donc obligé de revenir au lycée d'Inabou et avec un certain retard pour faire la terminale. Donc je fais la terminale, c'était l'année scolaire 88-89, terminale C. Le choc était tellement vivace encore dans mon esprit qu'il m'était difficile de suivre. Franchement, c'était ce qui s'était passé. J'avais un choc tellement, un choc qui ne me permettait pas de suivre correctement les enseignements, les cours. Mais quand même, je me suis retenu, mais j'avais échoué au bac. Donc j'avais repris la classe. Voilà. Je reprends la classe. Vous savez, dans ce genre de situation, il y a des chocs qui ne s'effacent pas de sitôt. Je m'arme de courage. Je me dis, bon, l'école c'est toujours ta seule issue. Donc, du courage. Je finis par obtenir mon bac. J'avais finalement décidé, parce que finalement je ne savais plus quoi faire. Je me disais peut-être que désorienté, je me disais peut-être que c'est la série C qui était trop lourde pour moi. Bon, je vire en série D, physique SVT. Et je parviens à l'avoir quand même. Le bac en poche, comme la plupart des bacheliers de l'époque, leur ambition était d'aller à l'université. Je débarque à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département des sciences économiques. Là, ce que me disait mon principal, que Dakar, c'est tout un tas de problèmes, je le retrouve. D'abord, au départ, je n'étais pas logé à l'université. J'habitais à Yoff. Qui connaît Dakar, Yoff et l'université, là
pour joindre Yoff à l'université, c'est la croix et la bannière. Et j'ai quitté Yoff 5 heures du matin pour arriver à l'université, pour ne pas être en retard à l'université. C'est comme ça que j'ai fait le temps d'adaptation étant long, donc j'ai échoué à la première année. Je vais en deuxième année, je reprends, mais l'année suivante, je passe en deuxième année. Toujours ce que mon père me disait revient dans ma tête. Lui, il était là avec ma maman. Ils vieillissaient, ils étaient vieux. Je me dis que l'ami, tu es l'aîné de la famille. Tu es l'aîné de la famille. Essaie de faire quelque chose pour qu'au moins tes parents puissent sentir qu'ils ont un enfant qu'ils ont hébergé avant qu'il ne meure. C'est en ce moment que j'ai fait le concours de l'ENEA, l'École nationale d'économie appliquée. Je réussis la partie écrite. Arrivé à l'entretien avec le jury, c'est là-bas où j'ai été recalé. C'était en 1995, voilà, deuxième choc. Heureusement, à Yoff où j'étais, j'avais intégré l'amicale des étudiants de Yoff. Ils étaient parrainés par l'ancien maire de Dakar, Mamadou Diop. Ils parvenaient à avoir des bourses de formation professionnelle. C'est en ce moment que Mamadou Diop, enfin, la mairie de Dakar, m'a octroyé une prise en charge pour une formation professionnelle dans les écoles privées. La prise en charge, elle ne prenait seulement que la scolarité. Le transport et tout ce qui va, c'est à moi de prendre ça en charge. Quand même, je me résous à l'accepter. Je vais en formation dans un institut de la place, toujours à partir de Yoff. C'est encore la croix et la bannière. Parce que pour avoir le transport même, c'était un problème. Ce que je faisais, j'avais un cousin avec qui on était ensemble. Mon tuteur, c'était un maçon, mais il n'avait pas assez de moyens pour m'aider dans le quotidien. J'avais un cousin avec qui je vivais ensemble. Et c'est lui parfois qui me donnait de l'argent pour mon transport. Mais l'aller seulement. Quand je vais à l'école, arrivé, ce sont mes camarades de classe. Pour mon retour, je vais voir un camarade, je lui dis, mon ami, si tu peux m'aider parce que je n'ai pas le transport retour. Et c'est comme ça que les camarades m'aidaient à tour de rôle. À un certain moment, j'avais un tricycle qu'on appelle communément pousse-pousse en Wolof. Ils s'étaient cotisés. Les élèves, mes camarades étudiants, se sont cotisés pour m'acheter un petit moteur qu'on avait monté sur la voiture, le tricycle. Et c'est comme ça que ça avait résolu en partie le problème de transport. Mais le petit moteur, c'est du carburant. C'est des pannes. Donc, c'est des pannes. Donc, le problème de transport
est résolue à moitié. Même si elle n'est pas aussi grave qu'avant, mais quand même c'est résolu à moitié. Quand je quitte le matin, je n'ai pas de petit déjeuner. Je n'ai pas de déjeuner. Je reviens le soir à la maison, c'est encore aléatoire. Je veux dire que à la maison, parfois, il y a à manger le soir, parfois, il n'y en a pas. Donc, à un certain moment, l'administration de l'école s'était rendue compte que j'avais des problèmes pour déjeuner à midi. Ils m'ont mis en rapport avec le gardien de l'école et à chaque fin du mois, on lui donnait quelque chose pour que ensemble on puisse manger. Malgré ces conditions, je me suis battu parce que ma dignité, je me dis que il n'y a rien de tel. Et l'éducation que j'ai reçue de mes parents me disent qu'il ne faut jamais tendre la main, il faut toujours te battre. Donc malgré ça, j'ai pu avoir mes diplômes. J'ai fait 3 tests d'emploi. 3 tests d'emploi. Et à chaque fois, je réussis les tests écrits et c'est au cours c'est après l'entretien avec le jury que je suis éliminé. Et le plus cocasse qui m'a vraiment fait ouvrir les yeux, c'est le dernier test d'emploi. Nous étions 3 candidats à ce poste. Moi, quand même, j'avais réussi à travailler un peu dans un institut supérieur de formation professionnelle comme comptable. J'ai fait 7 ans, mais à un certain moment, il y avait des difficultés de l'entreprise et j'étais compressé. Donc, j'avais une expérience de 7 ans. Le dernier test qui m'a fait ouvrir les yeux, nous étions 3. Moi, j'ai au moins 7 ans d'expérience. Les 2 autres, c'est des étudiants qui n'ont même pas fini de faire leur stage. À ma grande surprise, à la fin, c'est un des étudiants qui est retenu pour ce poste. Je me suis rendu à l'évidence que Manga, toi, ton problème, ce n'est pas la compétence, mais ton problème, c'est ton handicap. À partir de ce jour-là, j'ai décidé de ne plus jamais fournir un quelconque dossier pour un poste d'emploi salarié. Député, découragé, et les mots me manquent pour qualifier ce que je ressentais. À partir de là, je me suis dit, je vais maintenant voir s'il y a possibilité pour moi de créer ma propre entreprise. Si je peux avoir un financement pour créer ma propre entreprise, puisque je dispose de la terre, ce n'est pas la terre qui me manque. Je pourrais peut-être prendre 2 hectares de cette terre-là, faire une exploitation agricole avec un système d'arrosage performant, un mini-forage et tout. Et là, je pense que je n'aurai plus à faire la queue ou bien courir derrière quelconque entreprise ou bien quelconque administration pour déposer des dossiers
et prétendre à un emploi salarié. Aujourd'hui, c'est l'option que j'ai prise. Ce qui m'a surtout poussé à revenir, c'est qu'en ville, ce que je veux faire, l'agriculture, je ne peux pas faire sans ville. Je ne peux pas avoir la terre qui me permettra de faire l'agriculture en ville. Au moins, au village, j'ai la terre. Là, je peux faire l'agriculture comme je peux. Autre raison, en ville, sans travail, c'est la croix et la bannière. On ne peut pas vivre en ville sans travail. Et puisque moi, je ne peux pas tendre la main à chaque fois, j'ai décidé de revenir chez moi, là où je pourrais avoir le soutien de ma famille pour beaucoup de mes besoins. Depuis lors, je ris encore sur les brancards parce que ce projet agricole dont je rêve depuis des années, je ne parviens même pas à l'avoir, faute de moyens financiers. Je ne parviens pas à avoir cette exploitation agricole dont je rêve. Malgré le fait que mes frères, mes cousins, mes parents viennent en appoint parfois. Bon, là, je les remercie beaucoup parce qu'ils ont aussi leur famille. Ils ne peuvent pas s'occuper de leur famille et s'occuper aussi de ma famille. Mais quand même, leur intervention spontanée parfois me soulage. Je les remercie quand même beaucoup. Mais moi, j'aurais préféré, j'aurais aimé qu'un jour, mes enfants puissent dire, voilà ce que notre père nous a laissé en héritage. J'ai 4 enfants. J'étais marié, père de 4 enfants. Ces difficultés ont fait que ma femme est partie, me laissant avec les enfants. Donc, une autre motivation, c'est de me battre pour entretenir mes enfants. Ils sont à l'école. Dieu merci, ils progressent quand même si c'est lentement, mais quand même bien. Enfin, je remercie Dieu, quoi. Je remercie Dieu. Voilà. Donc, mon retour au bercail, je ne dirais pas que c'est une réussite, parce que l'objectif principal qui m'avait fait revenir dans mon village natal, c'était d'avoir une exploitation agricole. Mais malheureusement, jusqu'à présent, faute de moyens, je ne parviens pas à l'avoir. La vie d'un handicapé est très difficile. C'est une vie très difficile parce que apparemment la société ne l'a pas intégré dans ses projets. Ce que nous avons constaté, c'est que les différents édifices publics, on ne prévoit pas de rampe, par exemple, pour faciliter l'accès des handicapés à ces milieux. Personnellement, j'ai eu à travailler à Dakar, comme je le disais. Je n'étais pas sur chaise roulante, mais quand même, j'avais une béquille avec laquelle je me déplaçais. Je travaillais au 3e étage. Au 3e étage. Donc chaque matin et chaque soir, ce sont des escaliers que je prenais. Ce n'est pas un ascenseur. Hein. Je marchais, je marchais les escaliers. Je montais les escaliers jusqu'au 3e, où était
mon bureau. Je travaillais jusqu'à la descente. Je redescendais toujours par l'escalier. Donc, aujourd'hui, je vais lancer un appel aux autorités pour que les édifices puissent être adaptés aux handicapés, pour que l'accessibilité soit la meilleure. Parce que beaucoup d'édifices, moi par exemple, je suis conseiller départemental, je suis conseiller départemental de Ziguinchor. Au conseil départemental, à chaque fois, on me soulève sur ma chaise parce que c'est des escaliers, il n'y a pas de... C'est des marches, il n'y a pas de rampe. Donc à chaque fois, on me soulève. Mais quand même, je suis en train de faire le plaidoyer. Déjà, au niveau du conseil départemental, pour qu'une rampe soit faite. Au niveau de la préfecture, par exemple, de Ziguinchor, c'est la même chose. Seulement la gouvernance, oui, là, c'est très bien fait parce que les handicapés peuvent y accéder facilement. Donc, 90 à 95% des édifices publics ne disposent pas de rampes permettant aux handicapés d'accéder facilement à ces lieux. Ça, c'est un plaidoyer très fort que je voudrais lancer aux nouvelles autorités pour qu'ils puissent prendre les dispositions permettant d'intégrer, d'inclure, puisqu'on parle d'inclusion, d'inclure carrément les handicapés dans tout ce qui se fait dans la société. Nous sommes 2 conseillers départementaux handicapés de Ziguinchor. Et c'est la première fois de l'histoire de l'institution qu'il y a eu des handicapés conseillers départementaux. C'est la première fois de l'histoire. Pour mon cas, c'est vrai que je ne suis peut-être pas le seul dans cette situation où j'ai été ignoré par les différents régimes qui se sont succédés. Ils ne sont pas responsables. C'est mon handicap et c'est Dieu qui m'a fait ça. Donc quand je parle d'indemnisation, qui vais-je demander une indemnisation alors que l'handicap, c'est pas eux qui m'ont rendu handicapé. C'est vrai qu'il y a injustice, mais moi je me dis que les régimes précédents pourraient peut-être régler ça avant ce nouveau régime. Apparemment, les expériences que j'ai vécues, je les ai citées. Seulement, c'est pour dire aux jeunes handicapés, aux personnes handicapées en général, qu'il ne faut jamais baisser les bras, qu'il faut toujours se battre, parce que, comme on dit, la vie c'est un combat. Il ne faut pas se laisser entraîner par la facilité. On sait que tout est difficile dans la vie, mais il faut se battre quand même, quoi. Étudier. Réussir à avoir ces diplômes. Et là, personne ne vous dira, mais on voulait vous aider, mais quel est le diplôme que vous avez ou quelle est la formation professionnelle que vous avez. Donc, qu'ils se battent pour avoir leur diplôme professionnel ou général. Donc là, il sera beaucoup plus facile pour eux d'intégrer soit la fonction publique, afin de travailler, quoi. Et qu'ils n'oublient pas surtout l'auto-emploi. L'auto-emploi, parce que l'État ou les entreprises ne peuvent pas prendre tout le monde. Il faut aussi faire prospérer l'idée de l'auto-emploi. C'est ça. Je reviens encore pour remercier. Remercier Oumou TV. Remercier toute l'équipe de Oumou TV pour avoir pensé à moi et venir faire une émission dans mon village natal.
Aujourd'hui, je dis que nous avons de nouvelles autorités. De nouvelles autorités qui sont très sensibles aux préoccupations de tout le monde. Je ne parle pas seulement des handicapés, mais de tout le monde. Nous devons donc leur donner les moyens de leur politique. Le programme Vision Sénégal 2050, il n'y a rien de tel. Parce que il définit clairement les objectifs et comment faire pour atteindre ces objectifs. Et dans ce programme, tout le monde y voit son compte. J'allais oublier mon maître du primaire. Mon maître du primaire, Hyacinthe Diatta. Paix à son âme. Hyacinthe Diatta, paix à son âme. Voilà un monsieur qui m'a encouragé. Hyacinthe, quand je m'absentais, Hyacinthe se déplaçait jusqu'à chez moi pour demander pourquoi je me suis absenté. Parce qu'il ne craignait que les difficultés que je ressentais pour aller à l'école puissent être la cause d'un abandon. Quand je m'absente, il se dit peut-être est-ce que je n'ai pas abandonné. Donc il vient me voir pour me dire mais je ne t'ai pas vu, mais pourquoi tu n'es pas venu? J'explique. Il m'a dit donc demain tu viens. C'est un monsieur qui me considérait comme son fils. D'ailleurs, ses enfants me le disent. Les Pascal Diatta, Il est de quel village? Il est de Nyomoun. De Nyomoun, les îles. Les îles de Nyomoun. Oui, les Pascal Diatta, les José, tout cela. Bon, ils me disent que Hyacinthe, c'est ton papa. Et je leur dis oui, c'est mon père. Effectivement, c'est mon père. Donc, malheureusement, il n'est pas de ce monde. Parce que moi, je me disais que si, lorsque j'avais eu mes diplômes, si j'avais pu trouver quelque chose comme travail, je lui aurais fait une excellente surprise. C'était tout mon souhait. Mais malheureusement, il n'est pas de ce monde. Paix à son âme. À ces mots, je pourrais dire que je dédie cette émission au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je dédie cette émission à Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Je dédie cette émission à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de cette émission, sans oublier le public de Oumou TV. Merci beaucoup. Voilà donc, chers amis internautes, c'est la fin de votre émission Diar Diar. C'était quand même un plaisir de recevoir sur cette émission M. Mamadou Lamine Manga, qui est largement revenu sur sa vie, mais également sur son histoire. On vous donne rendez-vous très prochainement avec d'autres invités sur votre émission Diar Diar. Merci à tonton Ayouba Ndiaye, le grand réalisateur, mais merci également à Jean Badji, mon technicien. Merci beaucoup.